Et bien le bonjour, voilà, la grande émission se poursuit ici, voilà, au Golf de Barbeau-aussi, on est là dans ce nouveau studio que vous découvrez peut-être encore actuellement, voilà, avec une nouvelle formule pour celles et ceux qui n'ont pas forcément suivi encore. Voilà, on aura toute la semaine 3 chroniqueurs qui nous suivent du lundi au dimanche, et puis des thématiques avec des invités qui sont là, qui sont toujours les mêmes, toujours la valorisation du territoire avec toutes sortes de thématiques. Et aujourd'hui, pour nous accompagner encore, on a Stéphanie Slimani. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe. Alors toi, c'est la casquette, que les gens le sachent. Aujourd'hui, tu ne nous parles pas de théâtre, mais toi, la casquette théâtre, c'est... Oui. Aujourd'hui, non, mais voilà, habituellement, chronique autour de la culture et du théâtre. Et demain, justement, tu nous en parleras de théâtre, tu verras. Tout à fait, on partira sur quelque chose de musical demain. De musical, tu crois? Oui. Et moi, je te dis que c'est théâtral demain. Ah, théâtral. Théâtral. Mais il y a de la musique aussi, tu verras aussi. J'espère On va bien. avoir des surprises. On aura des surprises, et une personne avec qui on a des surprises régulièrement, c'est Marie-Pierre Emmerich qui est avec nous. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Philippe. Casquette cuisine en Provence, et aujourd'hui en Provence, tu nous y promènes justement. Absolument, je vous amène à Varage et aujourd'hui on ne va pas s'occuper vraiment de ce que l'on mange ou ce que l'on produit, on va s'occuper des plats dans lesquels nous les déposons. D'accord, tout ce qui est bol, assiette, etc. Bol, assiette, mais toujours dans du local. Très bien. Du Made in Var. Et du Made in Var, c'est notre invité du jour qui nous a été proposé par Béatrice Pardossi-Sarno. Bonjour Béatrice. Oui, bonjour. Alors toi, tu nous as proposé l'invité du jour parce qu'il y a une thématique qui t'a interpellé aujourd'hui. Exactement. Alors, j'aime beaucoup Umberto Eco. Et il vient de sortir un livre qui s'appelle Les théories du complot et Umberto Eco. Donc j'ai invité Alessandro Leiduan ici pour nous parler de tout cela. Exactement, aujourd'hui on a Alessandro Leiduan qui a écrit un ouvrage sur Umberto Eco et les théories du complot. Bonjour Alessandro. Bonjour Philippe. Alors cet ouvrage, finalement, on parle d'Umberto Eco et de la théorie du complot parce que tu fais partie notamment, tu es fondateur d'un réseau qui est le réseau de l'étude du complotisme, ici dans le Var, qui réunit pas mal de chercheurs, je crois. Oui, exactement. C'est un groupe d'universitaires français et étrangers qui ont décidé de travailler sur le thème du complotisme. On a des universitaires qui viennent de Dijon, de Poitiers, de Toulon, mon université, ainsi que d'autres villes étrangères. On a organisé un colloque à Toulon et un autre colloque à Florence. Et voilà, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, notamment cet ouvrage, et on va voir que finalement cette fameuse théorie du complot, c'est ce qui se glisse dans beaucoup de conversations, on estime qu'il y a des complots en politique, on estime qu'il y a des complots peut-être dans la religion, on estime peut-être qu'il y a du complot un peu partout, voilà, avec les financiers, etc. Et on va s'intéresser finalement à ce terme de théorie du complot, quand est-ce qu'il est né, etc. Et on va voir que tout ça naît totalement tout de suite à la Révolution, et on va voir ça avec Alessandro Leiduan. Et pourquoi Umberto Eco et la théorie du complot, on va comprendre tout ça dans cette émission, donc bienvenue dans la grande émission. Umberto Eco et les théories du complot, justement. Alessandro, je disais que tu fais partie des fondateurs de ce réseau d'études du complotisme. Cet ouvrage, finalement, Umberto Eco et les théories du complot, on va voir tout à l'heure pourquoi, mais finalement, c'est quoi le complot? Parce qu'il faut un peu peut-être différencier le complot et la théorie du complot, non? Exactement. Le complot est une action secrète, concertée et malveillante qu'un groupe social organise pour défendre ses propres intérêts contre un autre groupe social ou contre l'intérêt général de la société. Donc le complot, si vous voulez, est quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours. Là où il y a communauté humaine, il y aura forcément des personnes qui estiment que leurs intérêts sont plus importants que les intérêts des autres. Et finalement, ces personnes-là... le complot, c'est quelque chose qu'on rencontre tous les jours, finalement, que chacun d'entre nous, on peut comploter, finalement, pour nos intérêts perso. Mais la théorie du complot, c'est vraiment autre chose. C'est autre chose. Elle n'est attestée que depuis les temps modernes, depuis notamment la Révolution française, qui est l'événement qui a permis à l'Occident de renouer avec la démocratie. Et c'est à ce moment-là que naissent les premières théories du complot. L'inventeur des premières théories est un Français. C'était un jésuite, il s'appelait Baruel, et c'est le premier qui a expliqué la Révolution française en invoquant l'action d'une secte des Illuminés de Bavière.
Finalement, là, comme tu le dis, si on réfère ça finalement à la Révolution française, à cette époque-là, finalement, il y a un roi qui est là, le roi qui finalement qui est installé là et qui est un peu le bras droit de Dieu entre guillemets. Et finalement, quand on bascule dans quelque chose qui devient plus républicain, quand finalement on commence finalement un peu à douter de ce pouvoir divin, c'est à partir de là finalement qu'on commence justement quand on change les habitudes des gens et le mode de pensée des gens qui est habitué à s'appuyer sur la religion, c'est à partir de là que d'un seul coup, l'idée du théorie du complot commence à naître finalement. C'est le fait de se séparer de la religion alors. Exactement. C'est, pourrait-on dire, l'un des effets collatéraux de l'ère moderne de la politique. Autrefois, les régimes politiques se légitimaient par référence à une entité transcendante, à Dieu. Donc le roi administrait la chose publique au nom de Dieu. Avec les temps modernes, le peuple s'autodétermine et n'a plus besoin de justifier son pouvoir par référence à une entité transcendante, c'est-à-dire à Dieu. Donc on a expulsé Dieu de l'imaginaire social et les théories du complot représentent une façon clandestine de réintégrer Dieu dans l'imaginaire social puisque Dieu se réincarne dans une entité collective qu'est la société secrète. Toutes les théories du complot admettent qu'il y a des sociétés secrètes qui ont les mêmes pouvoirs que Dieu et qui sont capables de façonner, selon leur volonté, le monde entier, la vie de la société. Pour prendre un exemple, le 11 septembre 2001, justement, 11 septembre 2001, ces tours justement du World Trade Center qui s'abattent, d'un seul coup, on parle d'un éventuel complot qui est derrière, c'est-à-dire d'un seul coup se dire que finalement cette chose-là est arrivée et on pense complot, on essaie de trouver même des marques un peu particulières avec Washington, on voit des pentagrammes un peu partout, etc. Et finalement, tout ça, c'est justement chercher cette fameuse, un complot secret, quelque chose qui se ferait en finalement en cachette, finalement, pas au vu de tous, mais finalement, on peut imaginer et inventer n'importe quoi, finalement, dans cette théorie du complot. Exactement. Ce sont des théories qui font planer l'ombre du complot sur tous les événements, un tant soit peu énigmatiques, et qui attribuent à ceux qui organisent ce complot des pouvoirs surhumains de planifier le comportement de millions de personnes. Si vous voulez, Dieu, dans notre imaginaire occidental, est l'être qui crée les choses dans l'acte même où il les pense. Que lumière soit et lumière fut. Dieu n'a pas eu besoin de créer la lumière, il l'a créée dans l'acte même où il l'a pensée. Et ce pouvoir illimité, les théories du complot l'attribuent aux membres de ces sociétés secrètes. L'identité de ces théories est multiple. Mais ce qui compte, c'est l'invariant que l'on retrouve dans toutes les théories du complot, c'est-à-dire l'existence d'une société invisible, d'un État dans l'État, qui dissimule son existence derrière la démocratie pour mieux manipuler les gens. Alors, dans tout ça, finalement, ça c'est un peu, voilà, on a un peu posé le décor avec la théorie du complot et d'où elle naît, etc. Et finalement, ce qui est dans la forme même de la théorie du complot et de la faire naître aujourd'hui. Quand d'un seul coup, tu vas t'intéresser à Umberto Eco et les théories du complot, justement là, c'est-à-dire que tu vas, toi, parmi tous ces chercheurs du réseau justement d'études du complotisme, tu vas, à titre personnel, te dire, tiens, je vais m'appuyer sur la littérature, parce que pour toi, dans la littérature, évidemment, c'est du divertissement, on y apprend des choses, mais derrière, on a aussi des éléments concrets, réels. On n'est pas que dans le divertissement, on n'est pas que dans la lecture, la découverte. Il y a aussi des éléments historiques ou des choses concrètes. Et chez Umberto Eco, si je ne me trompe pas aussi, Béatrice, il y a des éléments qui font référence au complot dans les différents ouvrages d'Umberto Eco. Oui, absolument. On a systématiquement, dans les romans que je connais, donc dans 3 romans, de façon très explicite, il parle de complot. Donc il y a une trame qui se crée, le pendule de Foucault. Le deuxième, c'est le cimetière de Prague. Donc c'est ce faussaire qui va créer des faux papiers, qui a une haine terrible contre les Juifs et qui va créer la possibilité d'exterminer, le bon prétexte pour exterminer les Juifs. Et le troisième roman qui est vraiment
moment où le complot est vraiment explicite, c'est numéro 0. Et donc, c'est l'hypothèse que Mussolini n'a pas été assassiné, que c'est son sosie qui a été assassiné. Donc, petit à petit, on va découvrir comment Mussolini pourrait revenir. Il y a les explicites comme ça, et puis il y en a 3 autres qui finalement en font référence pas de manière directe, mais il y a quand même des petites traces à l'intérieur. Et ton travail, ça a été ça a été de t'intéresser à ces 6 ouvrages-là. Et qu'est-ce que tu as fait justement et que tu expliques justement dans cet ouvrage Umberto Eco, les théories du complot? Tout d'abord, comme tu l'as rappelé, je voulais rompre avec ces réflexes culturels qui nous condamnent à adopter vis-à-vis du contenu d'une fiction la même attitude que l'on adopte vis-à-vis des vidéos qui circulent sur YouTube. J'aime ou j'aime pas. Je trouve qu'il faut sortir de cette perspective purement esthétique et reconnaître que les romans, même s'ils ont un contenu imaginaire, peuvent être rapportés à l'expérience empirique par voie analogique. C'est-à-dire que les situations autour desquelles se structure une intrigue sont analogiques aux situations autour desquelles se structure notre expérience vécue. Et là, j'ai cherché dans les romans d'Umberto Eco des scénarios qui rappellent le schéma complotiste. Il y a, comme vous l'avez rappelé, 3 romans où ces références sont explicites, mais il y en a d'autres dans lesquels j'ai trouvé des références implicites par la médiation de certains mouvements irrationnels qu'Umberto Eco considère comme des préfigurations du complotisme actuel, c'est-à-dire le gnosticisme et l'hermétisme. Et donc j'ai essayé de donner une interprétation globale de tous ces romans en choisissant comme fil conducteur thématique les théories du complot. Finalement, c'est ces 2 points-là justement sur lesquels il s'appuie. Toi aujourd'hui, à l'intérieur, tu as critiques aussi la chose. C'est-à-dire que les avis qu'il a ou la manière dont il a de parler du complot, finalement, toi tu es amené aussi à critiquer et donner ton avis aussi de la chose. Ce que tu veux, c'est quasiment donner au lecteur 2 regards sur un événement et toi, ton regard est beaucoup plus actuel et finalement peut-être beaucoup plus affiné sur le complot puisque c'est une réflexion que tu as au quotidien. Mais tu veux que le lecteur, quelque part, il fasse son avis et il choisisse une version ou l'autre aussi. Exactement. Il me semble qu'un critique, lorsqu'il étudie un auteur, ne doit pas se limiter à faire la paraphrase du contenu des livres qu'il étudie. Il doit essayer de prendre position par rapport aux thèses de cet auteur, et lorsque ces thèses ne correspondent pas aux siennes, il doit manifester son désaccord. Et c'est le lecteur, à la fin, qui, face aux thèses mises en jeu, prendra position. Donc je ne voulais pas incarner le critique perroquet qui répète les propos d'Umberto Eco et qui lui rend un hommage supplémentaire à sa renommée de grand intellectuel. Je voulais établir un dialogue critique avec lui. Tu veux dire d'autres choses sur Umberto Eco éventuellement, toi? Alors, juste rappeler que Alessandro Leidoane est donc maître de conférence à l'Université de Toulon. Il est spécialisé en narratologie. Donc, c'est comment on met en perspective les histoires qu'on nous raconte, en fait. Donc, c'est d'où l'intérêt de faire intervenir Umberto Eco dans cette réflexion sur le complot général. Après, de façon plus personnelle, moi, ce que j'entends dans Umberto Eco, c'est la façon dont l'imagination ou le stratagème mis autour d'une idée, une idée qui n'a rien de concret, peut petit à petit amener à la réalité. Et c'est un petit peu ça qu'on peut transposer quand on réfléchit à la façon dont on en parlait tout à l'heure en coulisses avec Stéphanie, des petits détails qui ne sont pas tout à fait précis sur la réalité peuvent prendre de l'ampleur et donner une nouvelle réalité. Finalement, là, on bascule, si je comprends bien, sur l'irrationalité alors. Oui, Umberto Eco estime que la croyance, la vulnérabilité de notre société aux théories du complot est le symptôme d'une forme d'irrationalité qui apparaîtrait périodiquement dans l'histoire humaine. Et la manifestation actuelle est le complotisme. Autrefois, c'était l'hermétisme, le gnosticisme, ainsi de suite. C'est son point de vue. C'est le point de vue assez répandu. Personnellement, j'ai un avis différent et je ne me suis pas privé de la possibilité de l'articuler dans mon ouvrage en laissant libre le lecteur de comparer mon avis avec celui d'Umberto Eco. Là, on parle d'Umberto Eco, on a parlé, c'est vrai, de cette naissance qui naît avec cette rupture justement religion et république, et finalement toutes ces croyances, l'imaginaire, puisqu'on en parlait encore aussi avec l'irrationalité. Mais le complotisme, c'est aussi ce qui est lié à la politique, non ?
C'est mon point de vue. J'ai l'impression que les gens sont vulnérables aujourd'hui aux théories du complot parce que ces croyances sont une manière de donner un sens à l'absence de sens qu'il y a dans notre société politique. Je veux dire par là que nos sociétés ont perdu la maîtrise de leur destin politique tout en vivant dans une démocratie. La démocratie nous donne l'illusion de pouvoir maîtriser notre destin politique, puisque nous élisons nos représentants. Et pourtant, beaucoup sont les personnes qui sont mécontentes des politiques que les dirigeants politiques nous infligent. Et cela apparaît partout dans le monde, ce divorce entre les élites politiques, le peuple, entre élus et électeurs. Et cela est témoigné par la présence de mouvements populistes. Et selon moi, les théories du complot essayent de donner un sens à ce divorce entre élus et électeurs. Sauf que l'explication qu'elles donnent ne me semble pas entièrement satisfaisante, puisqu'elles mettent en cause l'existence de sociétés secrètes toutes puissantes qui manipuleraient tout le monde et qui rendraient tous complices involontaires ou spectateurs passifs d'une histoire sur laquelle nous n'avons plus la moindre prise. Il s'agit d'un scénario invraisemblable que personnellement je condamne, mais en même temps je comprends les personnes qui y croient parce que j'y vois une tentative de donner un sens à un problème réel. En rebondissant ce que tu dis, c'est-à-dire que finalement aujourd'hui, au regard finalement de la perte de maîtrise qu'on a face aux politiques, derrière il y a peut-être aussi une réalité sur le capitalisme aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle justement avec une réalité qui est crue, mais finalement on a l'impression qu'on est manipulé alors que la réalité est beaucoup plus crue? J'ai l'impression, c'est ma thèse. Selon moi, la crise du politique aujourd'hui est liée au fait que les dirigeants politiques ont adopté le capitalisme comme méthode de gouvernement, à savoir qu'on essaie de résoudre les problèmes sociaux par des moyens économiques. Vous avez des problèmes parce que vous vivez dans une société dont les représentants ne maîtrisent plus rien, à part leur égoïsme outrancier. Eh bien, on vous fait croire que si vous achetez tel parfum, telle voiture ou tel smartphone, vous pouvez résoudre tous vos problèmes. Or, c'est une démarche qui aboutit à un échec puisque l'être humain est un être spirituel. Il a donc forcément des besoins spirituels dont l'inassouvissement ne peut être compensé par aucun bien matériel. Et donc, il me semble que tous les problèmes viennent de là, du fait que les politiques néolibérales ont institutionnalisé une gestion purement économique du social. Ce qui nous réconcilie avec le monde dans lequel nous vivons, ce ne sont pas les idéaux d'ordre moral, politique que nous partageons, c'est la richesse qui est produite. C'est l'illusion de pouvoir accéder à cette richesse, même si elle ne profite qu'à une minorité sociale. Et finalement, ce que tu dis, c'est que c'est une réalité qui est là, qui existe, et derrière, on essaye d'y mettre des théories du complot, alors qu'elle est finalement beaucoup plus crue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système économique qui nous pousse à être avant tout des consommateurs plutôt que des citoyens, et on a l'impression qu'on nous manipule, alors que c'est juste un système économique et un système politique qui est en marche, point, pour nous faire exister uniquement en tant que consommateurs et pas en tant que citoyens. Oui, selon moi, le mot-clé pour comprendre la crise de nos sociétés n'est pas complotisme, mais aliénation. C'est-à-dire, nous sommes aliénés à un pouvoir anonyme impersonnel qui est celui du capitalisme, qui nous transforme tous, comme le disait Marx, en masque de caractère, c'est-à-dire en marionnettes qui exécutent, qui obéissent à des déterminismes qui finissent par progressivement détruire le lien social et anéantir les conditions mêmes d'existence de notre planète. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Alessandro. Dis-moi. On va parler de consommation de produits locaux avec Marie-Pierre maintenant. On va aller du côté de Varage et finalement, elle va finalement servir l'économie locale aujourd'hui. Absolument. Moi, je reviens à l'humain et à l'économie locale. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de théorie du complot derrière. Non, je pense pas. Le complot de la galette, peut-être, non? À plus tard, la galette. Oui, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de l'arrière-pays parce que les week-ends se rallongent, mais quelquefois, il fait pas beau, etc. On ne sait pas trop quoi faire. Et en fait, à quelques pas de chez nous, on a la chance de pouvoir avoir une manufacture de vaisselle à Varage. Une faïencerie? Une faïencerie, oui. En fait, il s'appelle la manufacture parce que il y a quand même
Tout n'est pas fait à la main, hein, on est d'accord. Aujourd'hui, cette manufacture qui existe depuis le début du 19e siècle a été reprise depuis maintenant une dizaine d'années par ses ouvriers. C'est une scope. Tout le territoire s'est battu pour qu'elle persiste. Elle est aujourd'hui viable, elle est ouverte 7 jours sur 7 et elle fournit des grandes marques de vaisselle et autres que l'on peut trouver. Vous pouvez accéder à de la vaisselle contemporaine comme plus classique. Il y en a pour tout le monde et ce n'est pas plus cher que dans certains magasins où on fait venir le développement de l'artisanat de la Chine du Sud-Ouest, vous voyez ? Voilà, et donc je vous invite vraiment à aller à Varage et en même temps quand vous allez à Varage, donc vous allez avoir toute une tonne de couleurs, d'étiens, pas d'étiens, des tagines, pas des tagines, des bols, des saladiers, enfin vous avez vraiment de tout. Toutes ces couleurs provençales que l'on connaît. Moi je vous confie quelque chose, j'ai une fille qui est étudiante, je l'ai équipée avec cette vaisselle, elle a trouvé son bonheur, des choses très colorées, dans les tons de orange, etc., très modernes. Et si tu nous parles de ça, c'est pas innocent, c'est qu'on est presque en période de solde et justement ils ont un système qui est plutôt original aussi pour celles et ceux qui veulent finalement en profiter pour aller promener du côté de Varage et ce Haut-Var qui est plus charmant et en profiter pour découvrir peut-être une période qui est, tu appelles ça du déstockage, je crois. Voilà, donc en fait ils ont une période, on va dire un peu de braderie qui est en même temps que la période des soldes sur lequel vous pouvez avoir accès à tout le magasin et donc c'est le moment si vous souhaitez vous faire plaisir vraiment d'en acheter encore plus du coup. Il faut casser la vaisselle, comme ça vous pouvez en acheter plus. Et tout au long de l'année, ils ont ce qu'ils appellent le déstockage, le deuxième choix. Alors ce sont des surplus de production ou alors des couleurs originales qui leur ont été commandées pour des restaurants ou certains diffuseurs. Il en reste et donc c'est très très abordable. Il y a des choses à partir de moins de 1 euro jusqu'à 2 euros. Donc je vous invite à y aller. Moi, ce que je vous propose, c'est de partir la journée parce que Varage, il y a d'abord de très jolis petits restos. Vous pouvez aussi passer par Saint-Maximin si vous venez de Nice, vous arrêtez pour un peu visiter et manger, déguster dans le coin. Si vous venez de Brignoles, vous avez aussi tout le côté de Cotignac, etc. Et en plus, n'oubliez pas qu'on est la période d'huile d'olive. Donc tous les moulins sont ouverts. Je vous incite à aller vous rendre dans les moulins pour déguster. Varage est à côté de quelle ville ? Alors Varage, c'est à côté de Barjol, la ville la plus proche. Donc finalement, c'est pas quand on vient de Nice, c'est quand on vient d'Aix-en-Provence que tu disais on peut s'arrêter à Saint-Maximin. Tout à fait, quand on vient d'Aix-en-Provence. Et quand on vient de Nice, on passe par Brignoles, c'est plus simple. Voilà. Mais Varage a aussi un moulin à huile qui est ouvert. Il a une particularité, elle a un petit goût d'artichaut, ce qui est super pour les salades, absolument. Et chaque année, alors je ne sais pas encore ce que cette année nous dira, bon il y a moins d'huile que les autres années, mais ils ont toujours la médaille d'or, donc ça vaut vraiment le coup d'aller se balader, de perdre une journée si vous ne savez pas quoi faire, qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il fasse super beau, allez vous promener dans l'arrière-pays. Voilà, et puis Barjol, il y a les tanneries, il y a des salles d'expo, etc. Il y a plein de choses à faire dans le secteur, très agréable. Et donc la manufacture est ouverte 7 jours sur 7. Ah. Dans un tout petit village, et donc ça je tenais à le souligner parce que c'est vraiment quelque chose, ils y mettent tout leur cœur, ils essaient d'être au cœur de l'innovation tout en étant dans la tradition, et je tiens vraiment à ce qu'on essaie de les aider, de les accompagner et d'acheter des choses locales, voilà, de prendre le temps tout simplement, le slow life. Le slow life mantra. Avec la scope de Varage. Merci. Absolument. Voilà, bonne idée sortie. Et on va revenir à notre ouvrage du jour avec Alessandre Leldouane. Je sais pas, est-ce que vous avez peut-être une question, peut-être Stéphanie ou pas, spontanément, ou on continue l'interview ? Je trouve ça vraiment passionnant et cette idée en fait qu'on ait besoin que l'irrationnel soit plus supportable que la réalité. Finalement, c'est une manière de se dire que c'est pas possible que ce soit juste ça, la vie, la société. Et c'est peut-être plus supportable de se dire que finalement c'est géré par des choses beaucoup plus secrètes et mystérieuses. C'est presque romanesque en fait, ces théories du complot. On est presque dans quelque chose de romanesque. Le besoin du cachet, le besoin de quelque chose qui nous échappe. C'est forcément mieux, donc c'est forcément différent. Ça peut pas être juste ça. Ma vie, ma condition, notre vie, notre vivre ensemble, c'est forcément caché. Tout à fait. Tout à fait. Et bien là, c'est parce qu'on parle ça finalement... donne des idées aussi pour des spectacles ou des choses à dire. Évidemment, c'est un sujet qui est extrêmement Mais la théorie riche. du complot, elle existait aussi déjà un peu. Moi, j'étais une aficionadasse du Comte de Monte Cristo, tous ces romans-là. Quand j'étais jeune, je trouvais que ça nous faisait rêver.
Mais quelque part, c'est aussi un peu ça, avec quelqu'un qui manipule dans l'ombre. Par contre, j'ai noté quelque chose qu'a dit Alessandro et qui m'a interpellée, c'est que finalement, ces théories du complot apparaissent à la Révolution, c'est-à-dire lorsque la monarchie, l'aliénation, hein, l'oppression disparaît, puisque c'est comme ça que nous, Français, nous voyons la Révolution française. Et je me pose la question, du coup, est-ce que l'être humain est fait pour vivre libre ? Il est fait pour vivre libre, peut-être il aspire à la liberté, mais il ne l'a pas toujours été. Donc la liberté présuppose la capacité pour l'homme de s'autodéterminer sans faire référence à un Dieu qui donnerait sa bénédiction. Mais comme on a été tout le temps, ou pendant une longue partie de notre histoire, sous l'autorité d'un pouvoir qui se légitimait par rapport à Dieu, peut-être la liberté n'est pas une donnée facile à garder, puisqu'on a probablement toujours tendance à revenir en arrière. En revenant un peu sur d'autres points, c'est-à-dire qu'on a parlé de la politique, c'est vrai qu'on a parlé de la religion et de la croyance, mais derrière, il y a peut-être un petit mot à donner sur la science aussi, parce que la science aussi, elle pourrait nous donner des réponses finalement aussi et nous rassurer, et le complot est aussi derrière tout ça. Et la semaine dernière, justement, Stephen Giner, qui est notamment archéologue et paléontologue, et nous disait justement sur une émission, il a eu la réaction de dire, quand on parlait de laïcité, il nous disait justement qu'aujourd'hui, même certains chercheurs autour de lui remettent en cause des faits scientifiques réels, comme la trouvaille de fossiles et la réalité. C'est-à-dire que même des scientifiques aujourd'hui remettent en cause des réalités aussi. Oui, mais moi je suis étonné comme tout le monde, comme tous, vis-à-vis de cette remise en discussion de vérités scientifiques qui semblent acquises. Et cependant, je me pose la question, pourquoi les gens finissent par les mettre en discussion et par adhérer à des théories qui nous semblent surréalistes, comme la Terre qui est plate ou d'autres croyances de ce type. À mon sens, c'est parce que la science ne donne pas un sens aux phénomènes qu'elle étudie. Elle les explique, mais elle ne leur donne pas un sens. Et l'homme a besoin de donner un sens. Et voilà pourquoi les théories du complot, certes, je les condamne en tant qu'excroissance irrationnelle de l'imaginaire social, mais en même temps, j'estime qu'elles représentent un effort de donner un sens à quelque chose qui n'en a pas. Parce que la science, si on adhérait à une vision purement scientifique de la société, on finirait par ne croire plus à grand-chose et par ne pas pouvoir soulager les souffrances que nous ressentons dans le cadre de notre vie. Par exemple, imaginons le cas d'une personne qui traverse un moment difficile parce qu'il lui est arrivé un malheur. Si vous lui énoncez quelques vérités scientifiques, si vous lui dites par exemple que l'atome est principalement constitué de vide, ce qui est une vérité scientifique, en quoi cette vérité va-t-elle le soulager ? L'homme a besoin de donner des réponses aux problèmes qu'il rencontre dans le cadre de la vie. Et la science, malheureusement, ne répond pas à ces questions. Et donc notre société aurait intérêt à ne pas vendre son âme à cette nouvelle religion scientifique et à reprendre, à remplir, à déverser du sens dans un monde qui est de plus en plus nihiliste et vide de sens. Les filles, vous voulez une vraie La notion de sens, c'est vraiment, je pense, l'essence même de tout ça, avoir besoin de ne pas vivre pour rien et de ne pas faire les choses pour rien et que tout prenne sens. Et c'est plus facile, j'imagine, de croire que, encore une fois, il y a ailleurs, quelque part, des gens qui s'en chargent à notre place de trouver du sens à nos vies. Juste un petit détail, si on veut approfondir la question de l'aliénation, la question du modèle économique qui est débordé sur le pouvoir, il faut aller lire un livre que vous avez traduit, Alessandro, qui s'appelle Encore Marx, de Fusaro. Oui, Diego Fusaro est un jeune et brillant philosophe italien que j'apprécie beaucoup, que j'ai essayé de faire connaître à la France en traduisant son ouvrage Encore Marx, Le spectre qui revient. Et j'essaie aussi de traduire les vidéos des interviews que Fusaro a réalisées avec son maître, Costanzo Preve, grand philosophe italien, malheureusement pas assez connu en France. On connaît d'autres grands noms de la philosophie italienne, mais on ignore encore le nom de Fusaro et de Preve.
on a de quoi approfondir. On a de quoi approfondir, notamment avec cet ouvrage, Umberto Eco et les théories du complot, justement, qui étudie justement le phénomène du complotisme avec les œuvres de Umberto Eco. Merci Alessandro Leidoine, je rappelle maître de conférence à l'Université de Tours. Merci à toi. Merci à tous. Merci Stéphanie, merci Au Marie-Pierre. revoir, à bientôt. Rendez-vous Barrage À en ce Barrage, moment. rendez-vous à Barrage et puis un petit croc sous les platades sur la place tous les deux. Et puis merci de l'invitation d'Alessandro Leidoine, Béatrice. Merci, surtout Alessandro. Merci à tous et à demain dans la grande émission.